Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau CQFR. C'était le 4e match de la série entre New York et Cleveland. Victoire des Knicks 130-93. Théo, les Knicks qui reviennent à 2 partout dans cette série. 2-2, on le sait, sur les 4 premiers matchs, ça a été très équilibré. Et là, après cette victoire assez large qui donne de l'air à New York, on revient à 2-2. Ouais, belle réaction de New York parce que effectivement qui était en difficulté dans cette série face à Cleveland avec un James Harden qui était étincelant jusqu'à présent, un coach Kenny Atkinson qui avait trouvé toutes les solutions pour freiner cette équipe de New York. Donc c'est bien, ça relance un peu d'intérêt pour cette série tout simplement. C'est vrai qu'on avait vu analytiquement, il y a quand même une grosse domination de Cleveland. Bon là, évidemment, le score est serré 2-2. D'ailleurs, même après cette défaite, James Harden a déclaré je pense honnêtement que nous sommes la meilleure équipe. Et c'est vrai, c'est quand même ce qu'on voit sur le terrain. C'est ce qu'on ressent clairement. Effectivement, James Harden qui a dit, il a tiré son chapeau à New York pour cette belle victoire et il a quand même dit, bon, j'ai le sentiment qu'on est la meilleure équipe. Simplement, on l'a pas montré ce soir. T'es un meilleur acteur que moi. J'ai pas tenu, mais oui, vous vous doutez bien. J'ai pas tenu à notre propre blague. Je suis nul, je suis terriblement mauvais. Mais évidemment, non, les Knicks ont balayé les Cavs 130-93. Par contre, ce n'est pas complètement une blague. Kenny Atkinson avait bien déclaré que les Cavs, analytiquement, avaient gagné que 2 des 3 premiers matchs. Et James Harden Voire a trois, bel... voire trois. On avait dit voire voire trois. 3, c'est fantastique. On ne pourrait pas l'inventer. Tu sais, c'est dans ces moments-là que je me rends compte que l'IA ne pourra pas nous remplacer quand même, parce qu'il y a des trucs sur lesquels c'est pas possible, tu vois. Ça, il pourrait pas capter. Et James Harden a bel et bien déclaré que les Cavaliers avaient sans doute la meilleure équipe. Bah écoute, ça s'est pas du tout vu sur le terrain. Théo, évidemment, on va parler des Knicks. On s'est fait ces petites blagues, mais les Knicks sont qualifiés pour les finales NBA pour la première fois depuis 99. C'est un sweep et c'est un sweep sale quand même. Parce que terminer sur un 130-93, je pense que ça en dit très long sur la série. Encore une démonstration des Knicks, quoi. Ouais, on va commencer. On reviendra sur. Je te propose qu'on revienne sur Cleveland, mais d'abord tirer notre Ouais, chapeau à d'abord New York. les Knicks, ouais, bien sûr. Ouais, qui fait un parcours en playoff qui est magistral. Voilà. Depuis, après avoir été mené et de peu, parce que les matchs perdus face aux Hawks, on a tendance à l'oublier, mais ça a été d'un point ou 2 points à chaque fois, donc Un c'était point à chaque déjà. fois. Ouais, voilà, donc c'était déjà des matchs très serrés. Au final, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver à New York parce que ça les a vraiment forcés à faire des ajustements qui depuis s'avèrent payants. Cette équipe de New York fait un run qui est incroyable. Avant les playoffs, tout le monde disait, et nous certainement les premiers, bon bah de toute façon, l'équipe de l'Est, c'est l'équipe qui sortira, ça sera l'équipe qui sera finaliste, elle n'aura aucune chance de gagner face aux équipes de l'Ouest. Cette équipe de New York montre que, quel que soit l'adversaire, elle aura une vraie chance de se battre pour le titre. Donc bravo à cette équipe de New York qui a été magistrale hier, et franchement, alors c'est dur, tu vois, j'avais dit on va partir sur New York, mais malgré tout, j'ai envie de commencer par dire un truc de Cleveland. Quand mené à 2-0, on s'était dit avec toi, Antoine, bon, bah le prochain match, de toute façon, défensivement, Cleveland ne peut pas accepter d'être aussi mauvais s'ils veulent exister. Ils rentrent à domicile, grosse ambiance, ils se font gifler dès le premier quart-temps. Game 4, Kenny Atkinson dit, de toute façon, on a mis tout l'accent qu'on a mis sur les 2 jours, on a mis l'accent sur le repli défensif, sur la défense, etc. Ils se prennent 38 points dans le premier quart-temps, ils mangent 26 points sur contre-attaque en première mi-temps, ils se font gifler, et franchement, j'ai rarement eu souvenir, enfin je sais pas si j'ai le souvenir, à part dans la série précédente, en fait, de New York, de une série qui se termine comme ça, en finale. Enfin, non, quoique, non. Je vais dire ça. En finale de conférence, j'ai pas souvenir d'une démonstration de cette manière. Finir sur un Game 4 chez toi, quand t'es mené et t'es incapable de montrer la moindre réaction d'orgueil, aucune solution trouvée face à cette équipe de New York qui a, elle, trouvé des solutions tout au long du match. C'est impressionnant de la part de New York. Enfin, chez toi, il y avait beaucoup de Oui, supporters des Knicks. C'est ouais, c'est fou vrai. sur le même après chaque 3 points, tu sais, les 3 points de Deuce McBride, les 3 points de Landry Shamet, c'est célébré dans la salle. Deuce. Deuce, et après ça explose, c'est quand même dingue. Il y avait Timothée Chalamet, il y avait Tracy Morgan, il y avait Spike Lee, on se serait presque cru au Garden. Il y a Fat Joe qui avait, tu sais, il avait acheté des places courtside, ils lui J'ai ont vu ça. refusé. Il y a quand même pas mal des supporters des Knicks qui ont été renvoyés dans les autres sections. Donc les Cavs en plus sont des mauvais perdants. C'est terrible, même si je comprends aussi un petit peu la franchise. Déjà, je te rejoins sur le titre, sur les chances de titre.
cette équipe des Knicks, elle a légitimement une chance d'être sacrée championne. Quoi qu'il arrive, elle aura plus de repos que son futur adversaire. Elle va jouer une équipe qui sera potentiellement diminuée, que ce soit OKC ou San Antonio. Elle tourne très bien. Elle a des armes, notamment, je pense, dans le cas d'un choc. C'est toujours un peu compliqué contre San Antonio parce que tu as le facteur Victor Wembanyama qui fait que tu n'as pas un match-up qui fonctionne. Les 29 autres équipes de la Ligue ont toutes un mauvais match-up contre Victor Wembanyama. Ce qui fait que peut-être les Spurs, d'ailleurs, je crois de plus en plus à un remake des finales 99, personnellement. Mais oui, par exemple, contre le Thunder, je pense que les Knicks auraient, dans leur ossature de jeu, une vraie chance de gagner la finale. Je dis pas bien sûr que le Thunder ou les Spurs partiraient favoris de cette finale, quoi qu'il arrive, mais je pense que les Knicks sont un candidat plus que légitime, ils l'ont prouvé. Tu as parlé d'un run, juste quand même, c'est la 11e victoire de suite des Knicks. Sur ces 11 victoires, il y en a 10 par 10 points ou plus, 23 points d'écart moyen sur ce parcours. C'est la 5e équipe de l'histoire qui enchaîne une série comme ça. Sur les 4 autres, il y a les Warriors de 2017, 15 victoires de suite champion NBA. Les Spurs de 99, justement, 12 victoires de suite champion NBA. Les Lakers de 2001, 11 victoires de suite comme les Knicks champion NBA. Et il y a les Lakers 89, 11 victoires de suite. Et eux, ils avaient perdu contre les Pistons en finale. Mais voilà, on est sur des équipes... Avec Magic Johnson blessé, si je me trompe pas. C'est possible, je te fais confiance, c'est mon année de naissance. Je t'avoue que là, je suis pas trop au courant de ce qui s'est passé sur ces finales-là. Mais ouais, on a une équipe des Knicks qui est brillante et qui domine comme rarement on a vu une équipe dominer. Ouais, et en fait, cette équipe, elle avait déjà montré des choses par le passé, notamment l'an dernier. Elle a montré qu'elle avait du caractère. C'est une équipe résiliente. Le parcours que les Knicks ont fait l'an dernier, il était admirable de ce point de vue-là. C'est une équipe qui a montré qu'elle était capable de défendre dur. Mais par contre, ce qu'elle a montré maintenant cette saison, et notamment dans cette post-season, c'est qu'elle était capable de s'adapter offensivement. Et c'était la grande question. C'était la raison pour laquelle, même si on avait salué le travail fait par Tom Thibodeau, on s'était dit, assez tôt même dans leur run de playoff, que malgré tout, ça touchait ses limites, en fait, parce que ça manquait d'adaptabilité. Une rotation qui était bien trop courte, alors qu'il y avait des joueurs qui montraient qu'ils pouvaient apporter par séquence. Et derrière, c'est vrai que moi, j'étais sceptique sur le fait de penser que Mike Brown serait l'homme de la situation, qui serait capable de débloquer ça. Et c'est vraiment à partir du game 3 face aux Hawks. Game 4, du coup. Game 4, après le Game 3, ouais. Après qu'ils soient menés 2-1, c'est là où il y a Game 4, on tourne autour de 4 et beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus de jeu collectif. C'est incroyable. Hein. Quelque part, cette équipe, elle a mené une évolution sur les dernières semaines. Spectaculaire. Ouais, et j'en suis ravi. Je suis ravi de m'être trompé parce que c'est une équipe qui a du talent. Honnêtement, il y a tout un tas de choses qui me plaisent bien quand même dans le parcours de cette équipe de New York. Karl Anthony Towns, c'était sa 4e finale de conférence consécutive. Malgré tout, pour quelqu'un qui a longtemps été systématiquement décrié. Au rebond, il a été royal toute la saison. Dans l'attitude, il a été très bon. Et franchement, ce qu'il montre dans ses playoffs, il montre un tout autre visage que celui qu'on a pu connaître, je trouve, depuis qu'il est responsabilisé en attaque. Plus, et quand je veux dire ça, souvent quand on dit plus responsabilité en attaque, c'est-à-dire prendre plus de tirs. Là, non, c'est simplement qu'il touche plus la balle. Il continue à faire des erreurs, il n'y a aucun joueur qui est parfait. C'est vraiment une très belle équipe, je trouve, dans son esprit, dans son attitude, dans ce qu'apportent leurs stars, Jalen Brunson, Karl Anthony Towns et tous les role players. Tu sais, il y a une chose... Pardon, je fais un petit peu long, mais Jalen Brunson a été très logiquement, je pense, élu MVP des finales de conférence Est. Et donc, ils ont pris la parole à tour de rôle sur le podium. Lisa Walters a demandé... Walters, j'ai un doute, pardon. Lisa Salters ou Walters, je suis désolé, je m'excuse sur le nom de famille. Je crois que c'est Salters. Salters, exactement, excusez-moi. Du coup, elle donne la parole à Josh Hart, et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que Josh Hart, il a tout de suite tenu à saluer l'apport de Landry Shamet, qui a à nouveau été excellent. Les fans des Knicks qui étaient restés dans la salle lui ont réservé une ovation. Et ça, je trouve que c'est un geste vraiment fort, en fait, parce que ça montre que c'est une équipe qui vit bien, ça montre que c'est une équipe aussi qui est lucide sur ce qu'elle apporte. Et on y reviendra tout à l'heure, mais là, il y avait un contraste, je trouve, de lucidité entre les deux équipes qui s'affrontaient en finale de conférence Est. Et ouais, c'est vraiment une très belle équipe, cette équipe de New York. Shamet, tu sens qu'il est en confiance. Certains 3 points qu'il met hier, c'est genre, ouais, non, là, mais là, de toute façon, tout va rentrer. Il prend des step back après des feintes. Je sais pas s'il en a raté après, mais il y a un moment, il y a un moment, il était à 12 sur 13 à 3 points sur la série. Je sais pas s'il en a raté après. Il fait 4 sur 4 hier. Attends, mais je peux regarder. Du coup, il n'en a pas raté. Ouais, il a pas raté. Ouais.
Donc il a raté qu'un seul 3 Ah points non, sur toute ouais. la série. D'ailleurs, sur le banc, un truc intéressant, toujours lié à Mac Brown, Thibodeau, on lui reprochait de jamais faire confiance à son banc, de pas se il avait déjà Landry Shamet dans l'effectif l'an dernier. C'est pas, Ouais. c'est pas une signature de l'été, Landry Shamet, il était déjà là. Cette saison, en 14 matchs, le banc des Knicks a dominé en nombre de points le banc adverse à 8 reprises, donc 8 fois sur 14. L'an dernier, 0. 0 fois. Ouais. C'était pas arrivé une seule fois. Juste petite correction, 4, c'était sa 3e finale de conférence de suite. Ce qui est déjà pas mal, je l'ai dit. Ouais. Mais Autant pour moi. c'est déjà pas mal. Et 4 sur ce match-là, 19 points, 14 rebonds. Et comme tu l'as dit, il est au cœur du jeu et tu sens que ça l'épanouit en fait. Et cette équipe, le sentiment que j'ai, c'est que je la vois s'épanouir. Et elle est beaucoup plus agréable à regarder de ce fait. Alors, c'est pas une équipe désagréable à regarder, mais tu sens le plaisir en fait. Tu sens le plaisir de ces mecs-là. Tu vois, même Michael Bridges qui est maladroit sur ce match-là, par exemple, il y a un truc qui se développe. Je le vois mettre des fadeaways qui mettaient plus, qui prenaient même plus en fait. Tu vois, depuis des mois, il y a un truc qui se crée, il y a un truc qui se développe. Tous ces mecs-là, tu retrouves parce que c'est un joueur super talentueux, Michael Bridges. Tu vois, il y a pas de doute là-dessus. Mais à un moment, il était éteint en fait. Et là, on le retrouve. Tous ces gars-là, on les retrouve au Giannunobi. C'est vraiment intéressant. En fait, ça leur simplifie la vie parce que l'an dernier en playoff, il avait été bon, Michael Bridges par moment, il avait même été décisif. Mais moi, quand on en parlait dans nos débriefs, ce qui rendait fou, c'était qu'il y avait rien qui était fait pour lui. C'était on lui donne la balle quand il n'y a pas Brunson et 4 et c'était genre 20 mètres des points. Quoi. Alors que c'est pas son jeu. Ça n'a jamais été sa force principale. Oui, il l'a fait un petit peu avec une équipe des Nets qui allait nulle part parce qu'il avait tous les ballons, mais c'est pas son jeu. Et là, en fait, ce qui est frappant, c'est que non seulement il y a, à part sur ce match, son adresse, à un moment il était à 69% je crois sur la série au tir, mais il y a aussi que finalement il reçoit les ballons lancés, il reçoit les ballons après déjà une fixation, après il y a déjà eu un début de décalage, c'est plus simple pour lui, c'est plus simple pour Odi Anunoby, fait que chacun peut briller et il y aura toujours c'est ce qu'on se disait, il y aura toujours les moments où tu auras besoin de donner la balle à Brunson et de le faire taffer comme il a fait à la fin du match 1 quand c'était que de l'isolation pour qu'il attaque James Harden. Ce truc-là, tu sais qu'il sera bon, globalement. Tu sais qu'il sera décisif, globalement, Jalen Brunson. Donc, t'es pas obligé de faire ça pendant 48 minutes, en fait. Tu peux garder ça dans ta poche. Et l'idée, c'est qu'avant, il se passe des choses. Et là, il se passe plein de choses. Et ouais, franchement, c'est quand même... Là, sur ce match-là, je me dis... je suis quand même un peu ébahi de l'écart et de l'éclat qu'il y a eu dans ce match. Même, tu sais, je sais que c'était mort. Je sais qu'il n'y avait aucune chance, quoi. Mais il reste 8 minutes à jouer dans le 4e quart-temps. Tous les starters de Cleveland sont sortis. Pourquoi tu les sors, en fait? Tu vois, c'est la question que j'ai envie de te poser, Antoine. Tu les sors pourquoi? Tu les gardes pas pour le prochain match. Donc c'est quoi l'idée, en fait? Tu veux les laisser pour qu'il y ait un peu d'orgueil, j'imagine que c'est pour pas se blesser. Il y a 35 points d'écart à ce moment-là. Mais tu peux on les est laisser un d'accord. peu en mode punition, tu vois. C'est des professionnels, au sens où ils sont payés pour faire un job, en fait. Ouais. Là, tu les sors pourquoi, en fait, précisément? De toute façon, honnêtement, une série comme ça, un match comme ça, tout le monde est viré. Je le dis tout de suite. Et c'est pas que je le souhaite, c'est pas que ça va pas me faire plaisir. Mais le coaching staff, c'est mort. Kenny Atkinson, c'est impossible. Je pense que c'est impossible qu'il revienne la saison prochaine. La démonstration, oui. Et je reviens à ça, la côte dont s'est servi en intro, pour faire une blague. Sortir une phrase comme ça, pour moi, encore une fois, je comprends que tu te le dises avec tes assistants et que tu regardes et tu dis, c'est fou, on génère les shoots qu'on veut mettre, on les met pas, c'est là-dessus que ça se joue. Mais le sortir comme ça à la presse, pour moi, ça montre que t'es pas lucide sur ce qui est en train de se passer. Mais on va aller dans ce sens-là parce que du coup, c'est marrant parce que Harden et Atkinson, qui sont deux candidats, je pense, à un départ, si on suit ta logique, et ça serait la mienne aussi, au moins sur Harden en tout cas, et pour Atkinson potentiellement aussi. Donc Harden en conférence de presse, il dit « Je pense honnêtement que l'on avait la meilleure équipe. On a été dominé, on ne l'a pas montré, mais je pense honnêtement qu'on est la meilleure équipe. » Moi, j'ai l'impression que les Knicks, sur tous les aspects du jeu, étaient meilleurs. Mais bref. Et Atkinson, intéressant ce qu'il a dit lui aussi. Parce que lui, il a noté en avant la positivité de cette saison, le fait d'être allé un cran plus loin, d'être allé en finale de conférence, enfin, d'avoir passé le second tour. Et il a dit « We fell short ». Et ça, pour moi, c'est effectivement, comme tu dis, du déni, parce que je pense, moi, dans l'idée, Cleveland, c'était une note positive, effectivement, d'être allé en finale de conf.
mais de se faire sortir comme ça annule en fait. Tu oublies le positif, t'as sorti en fait, ils terminent avec un bilan négatif ces playoffs. Ils ont gagné 4-3 contre les Raptors, 4-3 contre les Pistons, une équipe qui, je pense, était moins forte que ce que l'on pouvait penser. Et derrière, ils se font gifler d'une telle manière que, en montrant si peu de caractère, c'est pas que dans le jeu, c'est vraiment même dans le caractère, parce qu'ils ne sont jamais relevés de ce game 1 où ils lâchent 22 points d'avance, ils ne sont jamais relevés dans la tête. Et là, dans ce match-là, à part 2 joueurs, Donovan Mitchell et Evan Mobley, tous les autres, ils ont abandonné en fait. Et même Mitchell et Mobley, à un moment, ils ont abandonné aussi, tu vois. Mais l'équipe, alors, tu sais quoi, je ne vais pas cibler d'individualité. L'équipe dans son ensemble, elle a lâché l'affaire, quoi. Et tu peux pas perdre comme ça de 37 points le Game 4 quand tu attends une réaction d'orgueil, quoi. Quand tu espères une réaction d'orgueil. D'autant qu'il faut quand même mettre le contexte, c'est l'une des équipes les plus chères de la ligue. Donc le but, c'est pas de faire une finale de conférence. Donc c'est la plus chère de la ligue. Voilà, donc que tu n'arrives pas à faire finale NBA, c'est pas une honte en soi en fait. C'est pas une honte en soi. Mais cette équipe, quand tu lâches Darius Garland, qui a des limites. Moi, enfin, on était d'accord, Antoine, souvent pour dire que défensivement, en fait, il était trop limité. Enfin, il limitait trop le plafond des Cavs défensivement, et qu'offensivement, c'est un très bon joueur, mais finalement, il pouvait pas compenser par son jeu offensif ce qu'il essaie d'un point de vue défensif en playoff en tout cas. Mais il est quand même bien plus jeune que James Harden. Au moment où tu fais ce trade, et je le redis, pour moi, qui est un mauvais trade pour Cleveland, parce que c'est un trade où tu dis on veut gagner tout de suite. Et tu regardes pas demain en fait. Quand tu fais venir James Harden à cet âge-là et que tu l'échanges contre un All-Star qui a presque quoi, j'allais dire 10 ans de moins, mais ça doit être non, c'est pas autant, mais pas loin. Ça doit pas être ça, ça doit pas être ça. Il doit avoir 9 ans de moins, un truc comme ça. C'est que tu penses que tu peux et que tu dois gagner maintenant. Et en fait, c'est ce que tu dis. Fais le short, non. Bah, tu t'es fait gifler par. Enfin, il y a aucun moment, à partir de la 8e minute. À 8 minutes de la fin du 4e quart-temps du game 1 de cette série, il n'y a aucun moment où j'ai senti que Cleveland était proche de cette équipe de New York. Pareil. Et c'est 11 ans de moins. Il a 11 ans de moins. Déjà, les franchises doivent vraiment arrêter ce genre de trade. Il faut vraiment comprendre qu'un All-Star contre un All-Star, quand il y a 10 ans d'écart, c'est pas bon signe, quel que soit l'écart de niveau. Tu peux pas faire ce trade. Anthony Davis, Luka Doncic, Darius Garland, James Harden. En fait, tu peux pas faire ces trades-là, quoi. Surtout, bon, on va y revenir quand même. C'est que tu as tradé quand même pour un mec. Je veux dire, c'est pas comme si tu avais fait le trade pour un All-Star qui, année après année après année, a montré qu'il avait la capacité de faire passer un cap décisif à une équipe en playoff. Je suis désolé, James Harden, ça s'ajoute à sa legacy, quoi. Mais est-ce que c'est une surprise pour quelqu'un ? C'est une surprise pour personne. Ce match-là, il a pesé sur ce match-là, Antoine. Attends, je vais te donner ses stats. On va rigoler un coup. Alors bon, toujours on le cible. Je dis pas que c'est. Non, mais je dis pas que c'est sa défaite. Je dis pas du tout que c'est sa défaite, parce que c'est une faillite collective. Je dis pas que c'est particulièrement sa défaite. Par contre, on peut pas me dire qu'il a donné des arguments à Cleveland pour passer un cap et pouvoir accéder à une finale NBA. Il a été d'une nonchalance sur cette série terrible. Et le pire, c'est qu'il l'a été des deux côtés. Et encore dans ce match, il y a des. Alors, ce match, j'ai déjà bien dormi cette nuit, je tiens à vous le dire. J'ai dormi parce que j'en peux plus depuis le début. Je regarde un paquet de matchs en direct depuis le début des playoffs. J'ai dormi et je me suis refait le match ce matin. Et honnêtement, il y a des moments où James Harden, il avait l'air d'être aussi endormi que moi pendant cette nuit. Dès le début du match, en fait, tu vois, sur des rebonds, c'est le seul mec quand même qui vraiment regarde ses coéquipiers par moment quand il est en défense. Je ne sais pas si vous arrivez à capter ce que je veux dire, vraiment qui observe, tu vois, qui est en train d'observer comme ça, droit comme un i. C'est stupéfiant. Enfin bref, James Harden. Donc il termine avec 12 points, 2 sur 8 au tir, 0 sur 6 à 3 points, 4 passes, 5 ballons perdus, moins 19 de différentiel. Je suis d'accord avec toi, la défaite de cette série, c'est pas la défaite de James Harden. Mais par contre, vu que tu as parlé du trade, c'est vrai que tu as noté, tu as dit, tu transfères un All-Star qui, je pense par contre, la différence majeure, c'est que Garland, il est trop souvent blessé. Et que Harden, tu sais qu'il va être là, présent physiquement. Totalement, tu as tout à fait raison. C'est une de ses grandes forces d'ailleurs, vraiment. Par contre, clairement, tu mises, donc tu te passes en mode win-no, gagner tout de suite comme tu l'as dit, avec un mec qui a répété, qui a constamment montré playoff après playoff que tu ne pouvais pas compter sur lui dans les matchs qui comptent le plus justement. Et j'ai une stat pour ça. Sur les 29 matchs à élimination directe, donc les matchs où tu peux perdre, où tu peux sortir dans sa carrière, James Harden, il en a perdu 17 sur 29.
sachant que c'est quand même un mec qui a joué dans des très grosses équipes. Sur ses 29 matchs, il y en a 15 sur 29 où il tire à moins de 35% de réussite au tir. 15 matchs sur 29 matchs à élimination directe où il tire à moins de 35%. Et sur cette série, Harden, il termine à 16 points, 39% au tir, 18% à 3 points. J'ai même arrondi au pourcentage supérieur. C'était 38 et 16, 38 et 17. C'est terrifiant. Il a à peine plus de passes décisives sur cette série, 4,8, que de ballons perdus, 4,3. Ouais, en fait, c'est hyper dur. Et le plus fou, c'est que moi, je suis pas surpris. Je suis désolé, je suis pas surpris. Et c'est pour ça que ce trade, pour moi, il avait pas de sens. Et que maintenant, Cleveland se retrouve avec tout un tas de questions. Et ce qui est intéressant, c'est que on sait que James Harden était parti de Philadelphie en super mauvais termes, en laissant comprendre qu'en gros, quand il était venu, on lui avait promis derrière qu'il y aurait une extension de contrat qui serait costaud, etc. Là, je suis prêt à mettre ma main coupée. C'est aussi ce qui s'est passé à Cleveland. C'est pas un hasard s'il arrive à Cleveland, qu'aussi les GM ont dû lui dire ouais, si la saison elle se passe bien derrière, ben, il y aura prolongation de contrat. Là si t'es Cleveland, si t'es Cleveland, tu peux pas repartir avec le même effectif. Là, honnêtement, il va avoir des coups de balai dans tous les sens. Ce qui est sûr, c'est que ton meilleur joueur, c'est Donovan Mitchell. C'est pas le plus jeune, par contre. C'est pas le plus jeune de ton effectif, mais c'est le meilleur joueur. Si jamais tu veux avoir une chance de pouvoir rejouer une finale de conférence et voir plus, tu dois le garder. Derrière, je pense que tout le monde peut dégager. Tu dois garder Mobley, moi je pense. Moi je garde Mobley peut-être. Ça dépend ce que tu peux aller chercher. C'est parce que c'est pareil, la fenêtre avec Donovan Mitchell, elle va pas être longue. Là, tu as 2 ans peut-être, où tu peux te dire, avec Donovan Mitchell, on a une chance si on trouve un autre joueur vraiment très fort, meilleur. C'est pas sûr qu'on pourra trouver, mais au moins aussi bon. Peut-être qu'on a une chance de refaire finale de conférence, et si t'es en finale de conférence, tu peux faire une finale NBA. Mais ta fenêtre, elle est de 2-3 ans. On a vu à quel point c'était court, ces fenêtres-là. Tu fais peut-être du coup le Mobley contre Giannis, que les Cavs ont refusé apparemment selon les rumeurs. Celui-là, tu le fais peut-être. C'est une situation où ça aurait du sens, parce que c'est pareil, tu dis, bon, bah de toute façon, la question qu'ils vont devoir se poser, c'est est-ce qu'on sacrifie l'avenir ? Mais si on sacrifie l'avenir, il faut qu'on ait une vraie chance de gagner maintenant. Sinon, non, tu peux essayer de faire différemment. Et je dis pas que tu es obligé de garder Donovan Mitchell absolument. Si tu te dis, là, ça n'a pas marché. Par contre, on a suffisamment de bons joueurs pour avoir une équipe qui peut être compétitive dans les années à venir. Tu peux aussi te dire, bah non, on va plutôt miser sur Mobley qui est plus jeune. On va garder Mitchell maintenant parce qu'il est fort, mais si à un moment il veut partir, on essaiera de mettre en place un trade qui nous permettra de récupérer soit des joueurs, soit des assets pour continuer de construire autour de Mobley. Mais toutes ces questions vont se passer cet été, elles vont arriver très très vite. Et honnêtement, pour Kenny Atkinson, et j'en suis désolé parce que franchement, je pense que c'est pas un mauvais entraîneur du tout, il l'a montré par le passé. Je trouve globalement plutôt sympathique, mais là l'équipe elle a abandonné honnêtement. Parce que tu sais, sur les efforts défensifs, et je vais reparler de Harden, mais il n'y a pas que Harden. Sur le repli défensif, là, c'est inacceptable. À un moment, c'est le terme qu'ont utilisé Tim Legler et Richard Jefferson qui commentait le match. En fait, c'est inacceptable dans un match coup près comme ça de laisser autant de points sur de la relance. Et l'autre élément dont tu parlais au sujet de James Harden, qui est hyper vrai, c'est-à-dire que dans le premier match, il était ciblé sur de la défense de 1 contre 1. Là, ils l'ont limite ciblé sur les aides. Et les moments où il était dans les aides, donc à l'opposé de la balle, il s'est fait brûler encore et encore et encore sur Mikal Bridges qui se pointe de l'opposé pour se présenter au niveau de la ligne de lancer franc, recevoir la balle tout seul, sur des alley-oops qu'ils ont pu envoyer pour Mitchell Robinson où il n'y a pas d'aide défensive. Et là, je parle de James Harden parce que c'est le premier que j'ai noté, mais globalement, en fait, ils n'ont pas fait les efforts dans les aides. Limite, le joueur que j'ai trouvé Alors, Donovan Mitchell a fait un bon match, j'étais sûr qu'il ne passerait pas totalement au travers. Celui que j'ai trouvé le plus combatif, c'est Sam Merrill. J'ai eu l'impression que c'était le joueur qui a donné le plus de cœur, qui s'est donné, qui a été faire des fautes un peu dures loin du ballon, même s'il le fallait, ou sur le ballon, sur la montée de balle de Jalen Brunson. Mais derrière, il y a une faillite. Et quand je vois les propos de James Harden et de Kenny Atkinson, ce qui est problématique, c'est que je me dis, bon, là les gens se voilent la face. Et dans ce business, tu peux pas te voiler la face, en fait. Il faut que tu sois en mode résolution de problème. Et si tu veux pas reconnaître qu'il y a un problème, tu pourras pas le résoudre. Et je serais vraiment extrêmement étonné que Kenny Atkinson soit conservé. Je pense que c'est une marge de trop pour Kenny Atkinson. C'est la limite, en fait. Tu vois, si tu perds ton groupe,
Peut-être il est amené à être un excellent assistant chez, tu vois, comme il l'était pour les. Il a été aux Warriors, hein, je dis pas de bêtises, Ouais, à un moment de Warriors, Steve ouais, ouais. Kerr, ouais, tu vois, Ouais. dans des équipes championnes, enfin, ou dans des équipes qui visent le titre, là, tu peux être effectivement un excellent assistant ou un coach d'une équipe qui vise les playoffs, un peu comme il l'était à Brooklyn. Là, peut-être c'est une marge de trop en gestion de pression, gestion des hommes. Cette équipe de Cleveland, on l'a dit plusieurs fois, elle a manqué de caractère, de leadership. J'avais dit Mitchell, je garde, et j'avais dit je garde Mobley, parce que j'avais déjà oublié cette histoire de Yanis Mobley. Là, évidemment, Yanis, c'est autre chose, même si là, pour le coup, on serait sur le vétéran plus âgé contre un autre All-Star, mais il n'y a pas 10 ans d'écart, et je pense qu'à la limite, ça peut peut-être s'expliquer. Au-delà de ça, je pense qu'à part pour Yanis, je garderais peut-être Mobley malgré son salaire. Ah, Et mais si tu peux, bien sûr. Ouais. Ouais, voilà. Il y a quelques joueurs. J'ai noté les quelques joueurs que je garderai à Cleveland, hein, parce qu'ils ont une grosse masse salariale, mais tu peux faire du tri. Je pense que je garderai Mitchell, Mobley, Struss, Tyson, Wade. Dean Wade, c'est peut-être le seul free agent que je prolonge du côté de Cleveland. Tomlin, Proctor et Merrill, qui a un petit contrat. C'est les mecs que je garde. Je pense que derrière tout le reste, j'essaye de jarter, quoi. Et James Harden, c'est intéressant parce que il a tout de suite dit qu'il adorerait rester à Cleveland, qu'il y avait une vibe, etc., qu'il y avait quelque chose. Il a une option à 40 millions. Donc, si tu veux, donc lui, évidemment, il va vouloir signer un contrat sur plusieurs années. Il ne va pas vouloir activer son option. Donc, il va peut-être falloir que tu lui donnes 40 millions l'année, mais sur 3 ans. Donc, 120 millions peut-être. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Peut-être même plus, peut-être un peu moins. Pour les Cavs, tu te mets dans le rouge encore plus. Tu es déjà dans le rouge. Et si tu lui fais comprendre que peut-être il va devoir sortir du banc, en fait, ton meilleur scénario, c'est s'il dit ok, tant pis, je me barre. Moi, je pense que des fois, les franchises, et je trouve qu'elles le font pas assez, des fois, il faut accepter de dire que tu t'es trompé. Je pense que les GM n'osent pas le faire parce que peut-être ils ont peur derrière de perdre leur place. C'est quand même un métier instable. Mais tu sais, de reconnaître, ok, on a fait venir ce gars, ça n'a pas marché, on n'est pas obligé de le prolonger. Tu vois, juste sous prétexte qu'on ne veut pas se désavouer aussi vite. Mais si, tu peux te désavouer. Comme les Rockets, ils vont devoir se poser la question avec Kevin Durant, en fait. Et ben, je pense que les Cavs, ils devraient très sérieusement se dire, bon, bah, ouais, peut-être on laisse vraiment juste filer James Harden et c'est pas grave, on a lâché Garland, bah tant pis, on s'est planté, quoi. On s'est planté, on se reconstruira autrement. Mais cette équipe, je vois pas comment elle peut avoir un avenir en restant telle quelle, quoi. C'est très dur. Et pour Mobley, je pense quand même il y a une chose qui apparaît sur cette série de playoffs, sur ces playoffs. Il a bien attaqué le match avec Mitchell. C'est eux, je crois, qui ont mis 8 des 10 premiers points, un truc comme ça, de Cleveland. Derrière, il a plutôt disparu. Je pense qu'en fait, ça peut. L'espoir au début, c'est que ça. Peut-être qu'il pouvait devenir ton numéro 1. Ça sera jamais le cas. Ouais. Je suis pas sûr que ça puisse être ton numéro 2 en Numéro 2 fait. non plus. Je Ouais, pense que bah si ouais. c'est ton numéro 3, bah t'as une très bonne équipe. Effectivement, si c'est ton troisième, donc si par rapport à, tu parlais d'Yanis, alors je sais pas si ça sera dans les plans, mais effectivement, si tu arrives à voir Donovan Mitchell, Giannis Antetokounmpo et Evan Mobley, bah oui, là c'est très bien. Tu as une chance peut-être dans les 2 prochaines années de concourir pour un titre. Ah ouais, s'il est sur le slot de Chatham Green, t'es dans un rôle comme ça, Mm. oui. Ouais, là bien, mais je te rejoins. Je te rejoins complètement. Ton numéro 2, c'est trop limité. Ah, c'était censé être Harden le 2. C'est censé être Harden le 2 en Ouais, fait. mais ça, Et moi, j'ai jamais je cru en pense fait. qu'on Pour a moi, fait ça un. pouvait pas être Ouais, le. ouais. Si c'était James Harden le 2, de toute façon, c'était trop limite. Et je parle pas de. À cet âge-là, ce James Harden-là, ce James Harden, si c'est celui de Houston, bah bien sûr, bien sûr. Mais cette version de James Harden, si c'est ton 2, tu peux pas être. Enfin, tu peux pas être en finale NBA, tu peux pas être champion. Ils sont un peu coincés les Cavs, hein. Enfin, ils sont coincés. Non, en réalité, s'ils arrivent à juste laisser filer Harden, à trouver un transfert, pour moi, les Cavs, ils doivent viser des joueurs qui ont déjà fait leur preuve en playoff. Un Isaiah Hartenstein, tu vois, au Thunder, va y avoir une espèce il y aura des questions à se poser, surtout si OKC ne gagne pas, tu vois, des questions à se poser sur la masse salariale. Hartenstein et ses 30 millions, est-ce qu'on peut faire un trade à 3? Jarrett Allen qui va quelque part, Hartenstein qui va aux Cavs, et le Thunder qui récupère un autre, tu vois, d'autres assets ou qui est un pivot moins cher ou OKC fait des économies, tu vois, des choses comme ça. Je vise des joueurs comme ça, un mec qui a du caractère, ça a bien fit avec Mobley, des joueurs prouvés en playoff, je sais pas moi, des Tobias Harris, des mecs comme ça en fait. Les Cavs, ils ont besoin de mecs comme ça, quitte à avoir un peu moins de talent.
Et de toute façon, j'ai du mal à imaginer une formule où les Cavs ils peuvent revenir où ils peuvent arriver en finale NBA l'an prochain, tu vois. À part évidemment, oui, si Giannis Antetokounmpo, il y a toujours cette option. Giannis, t'as ligne Giannis et Donovan Mitchell. Bon, a priori, Ouais, ce qui est, t'as ce qu'il faut, quoi. ce qui est pas l'option la plus sûre vu la santé de Giannis. Mais en fait, c'est la question que Cleveland doit et va se poser, c'est est-ce qu'on veut essayer de gagner maintenant malgré tout? Et quand je dis maintenant, bah, c'est dans les 2 années qui viennent. Et dans ce cas-là, oui, tu peux aller chercher, si tu en as l'opportunité, essayer d'aller chercher un Giannis ou un joueur comme ça. Et si c'est pas ça la réponse, bah, il faut que limite, ça te laisse plus de marge de manœuvre parce que tu es moins pressé. Et là, tu peux essayer d'aller chercher finalement des trades où tu vas chercher le retour maximal sur ce que tu vas envoyer. Si tu veux être sur du court, il faut que tu saches que tu vas pas recevoir les meilleures offres en retour parce que les équipes sauront que tu es un peu désespéré et donc finalement ça sera pas à ton avantage. Mais oui, non, mais ça va être intéressant à suivre. Par contre, ce qui est fou quand même, c'est tu vois le manque de réalisme. Enfin, on l'avait dit au moment du trade. Que ça pouvait pas marcher. Alors, j'aurais pas imaginé qu'il se ferait sortir quand même aussi salement, mais et là, les déclarations, encore une fois, de Atkinson et James Harden, je les trouve lunaires. Même James Harden, quand même, faut revenir là-dessus. Là. Tu t'es fait sweeper avec des écarts monstrueux. Tu peux pas dire, je pense qu'on avait la meilleure équipe. Je comprends si c'est une phrase automatique parce que voilà, tu veux pas pousser ton équipe sous le bus, mais il y a d'autres manières de dire les choses. Tu vois, tu peux dire, on n'a pas été au niveau de ce qu'on aurait pu faire. C'est ce qui est vrai. Ce qu'il a dit aussi, quelque part. Il a aussi dit ça. Ouais. Il l'a dit aussi, mais je pense qu'on avait la meilleure équipe. T'as pris 4-0. C'est pas possible, quoi. Non, moi aussi, la déclat, je la trouve dingue. Les déclats d'Atkinson et James Harden, je les trouve dingues. Atkinson complètement à côté de la plaque depuis. Non, vraiment, il n'y en a aucun d'entre eux. En fait, il n'y en a aucun d'entre eux qui ont su tourner la page après ce game 1 raté, quoi. Après ces 8 dernières minutes ratées. Et ils ont pas. Il y a un truc mentalement qu'il n'y a pas. Alors qu'à l'inverse, chez les Knicks, c'est marrant, Mike Brown, il expliquait avant chaque match, il montrait à ses joueurs leur tête après l'élimination contre les Pacers l'an dernier en finale de conférence, quand les Knicks avaient perdu en finale de conférence. Il montrait les images de la tête de ses joueurs et que ça permettait de les garder à fond. Genre, ah oui, on ne peut pas se permettre de revivre ça, quoi. Tu vois. Il y a une différence d'approche. Et tu vois, Jalen Brunson, je pense il n'est pas bien meilleur que Donovan Mitchell sur le talent basket. Je ne saurais même pas vraiment te dire qui est le plus fort des deux si on prend que l'aspect basket, si on ne prend pas l'aspect personnalité, leadership, que l'aspect basket. Donc, quelque part, je me dis ce que les Knicks arrivent à construire avec Jalen Brunson, alors évidemment, ce n'est pas les mêmes pièces autour, hein. Je parle juste de ce que les Knicks arrivent à construire avec Jalen Brunson. Tu pourrais, sur l'aspect basket, le construire avec Donovan Mitchell, je pense. Mais par contre, il y a une différence d'attitude entre ces deux équipes, de caractère. Et je ne dis pas du tout ça pour cibler Mitchell. Tu vois, c'est plus juste pour mettre en avant plutôt le caractère des Knicks, le leadership des Knicks. C'est une équipe qui se bat, de toute façon, on l'a toujours dit. Et en plus de se battre, maintenant, elle a réussi à assembler les différentes pièces du puzzle, quoi. Mais ce qui est intéressant, en fait, pour New York, et je pense que c'est peut-être la première fois de leur histoire moderne qu'ils ont fait ça, c'est que manifestement, ils se sont posé la question de l'alchimie d'équipe et de l'attitude d'équipe au moment de reconstruire autour de Jalen Brunson. Et le fait d'avoir misé sur les mecs de Villanova, là, d'avoir fait jouer, donc ça soit avec DiVincenzo et Hart, et ensuite avec Bridges. Bah oui, à un moment, ils ont eu les 4. Oui, ils ont eu les 4 même. Les 4, ils n'ont jamais joué ensemble. Ah, c'est ça. Ils ont eu à la suite. Il y en a un qui est parti après. Mais cette idée de dire, bah non, c'était ces mecs-là qui jouaient bien ensemble, qui jouaient dur ensemble, qui étaient dans une très belle école de basket. Hein. Jay Wright à Villanova, c'était vraiment des choses hyper intéressantes, je trouve, au niveau universitaire. On retrouve ce que tu soulignes un petit peu là, quelque part, c'est au-delà de Jalen Brunson, qui n'est pas le leader, c'est pas manifestement de nous ce qu'on en perçoit le plus démonstratif des leaders, même si j'imagine qu'il prend la parole, etc. Mais il y a un état d'esprit commun qui fait que les gens se tapent. Et tu vois, c'est aussi marrant de voir que OG Anunoby, qui montrait plein de talent. En fait, il a toujours montré beaucoup de potentiel. Il était bon avec Toronto. Il était bon. Et à chaque fois, on se disait, ouais, mais est-ce qu'il va passer le cap? Finalement, New York s'est dit, on n'a pas besoin qu'il passe le cap. On a simplement besoin qu'il joue comme il joue. Et il s'est greffé parfaitement à ce collectif. Et Mikal Bridges, dont le trade a été pas mal décrié, la saison dernière et cette saison, le moment où il était un peu dans le trou, ils ont laissé trop de pics, etc. Au bout du compte, ils ont trouvé le moyen de faire en sorte qu'il redevienne simplement ce qu'il était. Ils ont payé cher mais en fait, si tu payes cher pour un mec qui va faire le job dont tu as besoin et que ça
colle avec un collectif et que tu n'as pas besoin qu'il en fasse forcément plus systématiquement, ça marche. Et on s'est posé la question de savoir si ça allait payer pour New York, et au bout du compte, ça a payé. Tu fais une finale NBA, ça a payé. J'allais dire la même chose que toi. J'allais dire qu'aujourd'hui, ça montre que les 3 trades de suite des Knicks sont payants. Le trade d'OG Anunoby, bon, ça, on avait tout de suite senti, il s'était passé quelque chose. Ils avaient gagné 15 des 17 matchs suivants après l'arrivée d'Anunoby. Il y a eu quand même du bon boulot parce que Anunoby, c'était bien vu. Bridges, je fais partie de ceux qui pensent que c'était trop cher, mais je te rejoins complètement. Au final, ça paye. Tu es en finale NBA, c'est une équipe qui n'a pas joué finale NBA depuis 26 ans. Ça vaut le coup. Même s'ils ne sont pas champions. C'est bon, ça valait le coup. C'est comme Rudy Gobert, tu vois, où tu as lâché 4 joueurs et 5 pics ou 4 pics et 5 joueurs, je ne me souviens plus. Avec les résultats des Timberwolves, ça vaut le coup derrière, en fait. Et là, c'est pareil pour Bridges et le trade de Cat, parce que jusqu'à il y a encore pas longtemps, je me suis dit, c'est quand même dommage qu'ils n'aient pas gardé DiVincenzo et Randle. Est-ce qu'on est sûr que cette équipe, elle n'aurait pas été au moins aussi forte? Eh ben, je pense que non, elle n'aurait pas été aussi forte parce que Kat, il est juste trop talentueux en fait. Et que Randle, aujourd'hui, il a beau avoir l'étiquette All-Star, c'est pas un All-Star. C'est pas un All-Star vraiment, en tout cas, c'est pas au même sens que Kat. Et que des fois, un All-Star, ça vaut mieux que 2 role-players. Et qu'un All-Star qui peut faire le boulot que fait Kat en ce moment au Knicks, assumer le statut Kat au Knicks, ça te donne. Ils ont sur le papier un 5 majeur exceptionnel en fait, les Knicks. Faut reconnaître, surtout quand ça joue comme ça. Il y a toujours, il peut y avoir cette question avec la défense de Jalen Brunson qui, au passage, contrairement à d'autres, notamment si on revient sur James Harden, Jalen Brunson, il fait quand même les efforts, tu vois. Il fait plus d'efforts que certains comme les Doncic, comme les Harden, tu vois. Il y a quand même plus d'efforts. Bien sûr que Kat, l'équipe des Knicks, comme on l'a dit, elle sera pas favorite en finale. Mais il y a un 5 majeur qui peut regarder yeux dans les yeux n'importe quelle équipe. Il y a un banc de touche qui se met à fonctionner. Il y a plein d'éléments, quoi. Mais Jalen Brunson, je pense qu'il est même pas du tout dans la même catégorie que les défenseurs dont tu as parlé. Hein. En fait, il est limité par sa taille et son physique. Ouais, c'est ça. Mais c'est le joueur par exemple, qui provoque le plus de passages en force cette saison. C'est un joueur qui, tu vois, sur de la défense de pick and roll, il va faire les efforts dans une certaine mesure. Donc pour moi, t'es dans une autre catégorie parce que la plupart des autres joueurs dont on parlait, t'as pas besoin que ça soit des stoppers. T'as juste besoin qu'ils fassent l'effort. T'as juste besoin qu'il fasse l'effort. Et donc, non, je pense que c'est. Oui, c'est pas la même chose, t'as raison. Il est limité, mais c'est pas la même chose. Et finalement, il est petit, mais il est quand même costaud. Il a des avantages, fait que bien sûr qu'il va être ciblé, et c'est logique que les attaques adverses le ciblent, mais c'est quand même, c'est pas autant un boulet attaché à ton pied que d'autres joueurs. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, pour lui, c'est une belle revanche aussi parce que constamment, on lui a rappelé qu'il était trop petit pour mener une équipe. Voilà. Ça fait partie d'une certaine manière, tu fais taire tes détracteurs en allant jusqu'en finale NBA. C'est clairement la meilleure équipe de l'Est. Finalement, cette équipe des Knicks, c'est assez clair. Ils ont perdu 2 matchs. Ils ont gagné donc 12 victoires, 2 défaites sur les 14 matchs de playoff jusqu'à présent à l'Est. On est sur un parcours historique, comme on l'a dit. Donc, c'est assez impressionnant et honnêtement, ça fait plaisir, je trouve. Pourtant, je suis détaché. Hein. J'ai les fans des Knicks sur mon dos l'an dernier. Hein. Je suis persuadé que je détestais New York. Moi, ça me fait plaisir de voir les Knicks comme ça. Et puis il va y avoir une belle ambiance. Des matchs de finale au Madison Square Garden, ça a toujours de la gueule. Non, ça va être cool. Je voulais noter, il y a une phrase qui m'a littéralement fait exploser de rire quand je regardais le match. C'était dans le 3e quart-temps, je crois. Il y a un moment, il y a une sortie de balle et Kenny Atkinson se retourne vers le mec de son banc pour savoir s'il faut challenger ou pas, s'il y a une chance de challenger le truc. Donc le mec fait non de la tête. Et dans les 2 commentateurs, donc il y a Tim Legler et Richard Jefferson. Donc autant Richard Jefferson, il a tendance à à gazer pas mal, à sortir des phases. Et là, c'est Tim Legler, ça lui a échappé, je crois. Il dit de Kenny Atkinson, il fait ouais, je crois qu'il est en train de regarder, je crois qu'il est en train de chercher comment générer 20 points de plus, 20 points de plus à son équipe. Et t'as Richard Jefferson qui enchaîne en disant ouais, il peut regarder, mais il le trouvera pas là-bas, quoi. Et ça m'a fait, c'était gratuit, c'était dur, mais j'avoue que à ce moment-là du match, tu disais c'est dingue, quoi. C'est comme quand ils ont fait du hack Mitch avec 30 points d'écart. Tu vois, bon, je capte, hein, tu sais, ça arrête le temps. On sait jamais dans cette NBA, tu mets 5 paniers à 3 points, tu vois, d'un coup, tu es revenu à 15 points. Il faut en remettre 5. Et puis, tu vois, je capte, mais quand même, dans ma tête, je me suis dit, mais arrêtez les frères. Tu sais que c'était pas le truc le plus fou. Tu sais, ce qui m'a le plus fait halluciner, moi, c'est que, alors, pas le premier passage, mais le 2e passage en zone
des Cavs a perturbé les Knicks momentanément, parce qu'ils se sont mis à attaquer vraiment au ralenti, et derrière, très vite, ils ont retrouvé du mouvement et ils ont fait exploser la zone. Mais en fait, cette zone-là, franchement, on va pas refaire les choses, mais en fait, t'avais besoin d'une possession pour le faire sur le game 1. Ouais, il aurait suffi que ça marche sur une possession. Et peut-être que tu prenais le game 1 et derrière, on l'avait dit après ce game 1, que cette défaite-là, ça pouvait être la différence entre une série longue et une série très courte. Bah, on n'a pas dit des bêtises pour une fois. Elle était très très courte. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose sur cette série ou sur ce match-là? Je pense qu'on a quand même fait le tour. De toute façon, c'est pas la série où il y a le plus de choses à dire, mine de rien. C'est tellement un sens unique. Non, je regarde vite fait, mais non, je pense qu'on a tout dit. De toute façon, à chaque fois, ils ont trouvé... New York a toujours trouvé la réponse, puis maintenant, ils vont pouvoir regarder ce qui se passe en finale de conférence Ouest, penser les bobos, préparer des plans de jeu en fonction de l'adversaire, et je pense qu'on aura, dans tous les cas, une très belle finale NBA. Parce que justement, tu me fais la transition parfaite. Cette nuit, on a le Game 5 entre San Antonio et OKC. Ça va être la guerre. On peut s'attendre. Les 2 derniers matchs n'étaient pas très serrés. Là, je m'attends en tout cas, étaient moins serrés. Là, je m'attends à un match très serré. Par contre, on a déjà une nouvelle. Il n'y aura pas d'AJ Mitchell du côté du Thunder. Jalen Williams, c'est pas encore sûr. Peut-être que Jalen Williams sera présent, mais s'il est présent, il sera forcément diminué. Mais par contre, il n'y aura pas AJ Mitchell. Donc ça va être une donnée importante pour OKC sur ce Game 5. Ça va être très intéressant. Moi, ce qui va m'intéresser dès le début de match, l'ambiance va être folle. OKC, c'est l'une des salles les plus bruyantes, et même parfois les plus dures dans lesquelles jouer. J'avais entendu notamment Matt Barnes dire ça, que c'était hostile, l'ambiance dans cette salle-là. Vraiment, première chose que je regardais, moi, c'est à quel point les arbitres laissent les équipes jouer physique ou pas. Et je pense que ça peut vraiment être une donnée déterminante de ce Game 5. Complètement. Ouais, complètement. Je pense que ça va... Ouais. On verra effectivement. L'arbitrage sur cette série a forcément un rôle très particulier vu les acteurs de la série. Et je parle pas de qualité d'arbitrage pour le coup, je parle vraiment de ce qui est... permissivité. Ouais, exactement. Ouais, ça a son impact, surtout entre deux équipes finalement, où c'est très serré. C'est fou, les Spurs sont déjà... le niveau, c'est la première campagne de playoff de Victor Wembanyama. Tu réalises, c'est rare qu'on voit quand même. Il y a vraiment un monde de Victor Wembanyama sur ses premiers playoffs. Il est sacré champion NBA quand même. C'est sa première. Alors je vais faire mon européen relou. Sa première campagne en NBA. Parce que le mec, il a quand même fait une finale des Jeux Olympiques. Il a quand même fait une finale de championnat de France. J'ai bien conscience que c'est pas la même chose. Mais c'est pas comme si c'était rien non plus. Et ce qui me gêne un petit peu avec les commentaires américains, c'est que c'est comme si, je sais pas, il était sorti qu'il avait jamais joué des matchs coup près, des matchs avec de l'ambiance, des matchs avec la pression, des matchs dont il était l'acteur principal. C'est pas vrai. Donc je dis pas que c'est la même chose, mais c'est pas rien non plus. Et un mec comme Stephen Castle, il était champion NCAA. C'est autre chose, c'est un autre contexte, mais c'est pas rien non plus en fait. Enfin, je pense qu'il faut le souligner. Un mec comme Harrison Barnes, même si là, il joue pas beaucoup, les quelques minutes dans le dernier match, il est rentré peu. J'ai trouvé qu'il a joué des minutes extrêmement solides. Il y a quand même un petit peu d'expérience dans cette équipe. Ouais, c'est vrai. On a fait le tour, Théo. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter pour ce CQFR. On se retrouvera de toute façon demain pour ce débrief de ce Game 5 entre le Thunder et les Spurs. Et d'ici là, je vous dis bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao. Is out there, and it's either play or get played.